Je veux nous dire que tu es fan de Cristiano. Complètement. Complètement, sans aucun doute Je là-dessus. pense que Moussa, il va couper les caméras. Ah non, il peut couper la caméra, mais complètement. La partie manga, j'étais là récemment au Choiseul 100 parce que j'ai été sélectionné parmi les 100 plus jeunes dirigeants d'entreprise en Afrique, et j'étais à un événement, il réunissait tout le monde de ce classement-là, et il y a un jeune homme justement qui était dans le classement et qui c'est son projet. À la fois sur la partie manga, mais sur la partie cinématographique également. Intéressant. Qui prend toutes les mythologies. Lui, il l'a fait à l'échelle continentale. C'est de se dire, on a un balèze à l'échelle continentale. Rien qu'au Mali, c'est tellement riche. En une vie, tu n'auras pas fini. C'est exactement ça. C'est tellement riche, déjà, dans un seul pays, que si tu le prends à l'échelle continentale, tu as de la matière à vie. Sur même plusieurs vies. Moi, je te dis, au Mali, tu prends même une seule ethnie, tu as de la matière à vie. Exactement. Déjà. Exactement. Donc, c'est très profond. Ouais. En fait, c'est très très profond. En réalité, même chez les Grecs, si tu creuses bien, en fonction des cités, que ce soit les Athéniens, que ce soit les Spartiates, ils ont des déclinaisons assez particulières de leur mythologie. Donc, dans un premier temps, je me suis d'abord intéressé à la mythologie, et ensuite à la réflexion. Je te parlais d'Aristote tout à l'heure, de Socrate tout à l'heure, de l'éthique à Nicomède d'Aristote, comment leur réflexion est structurée. Et il y a quelque chose qui est relativement particulier chez les Grecs. Bon, sur leur côté sexualité, j'ai pas trop regardé parce que c'est des gens très bizarres sur ça. Parce que j'ai regardé et puis j'ai dit non, ça j'ai pas. Parce qu'aller dormir avec des petits garçons, là, ça, c'est des trucs très bizarres. Mais sur leur philosophie de vie, surtout mais ça c'est assez pervasif même aux différentes cités. Il y en a certains qui vont plus pousser sur le côté physique que sur le côté réflexion, d'autres sur le côté réflexion plutôt que sur l'aspect physique, mais ils essaient de faire en sorte d'avoir, d'ailleurs, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est de chez eux, tu vois. Donc, ils essaient d'avoir cette polyvalence-là, notamment pour les hommes, en fait, d'avoir cette réflexion-là. Bon, c'est une société très patriarcale, mais d'avoir cette polyvalence-là chez les hommes. Et j'essaie de me dire, je pense que ça m'a un peu marqué et ça m'a un peu préconditionné à un peu toucher à tout. À me dire, ce système-là, on doit te mettre dans une case et se dire, ok, écoute, toi, tu es financier, ça s'arrête là, tu vois. T'es sportif, t'es pas censé avoir utiliser ton cerveau. T'es dans l'esthétique, t'es dans l'esthétique et ça s'arrête là, tu vois. Et malheureusement ici, on pense vraiment. On pense à la fois ici comme ça, mais dans beaucoup d'autres sociétés même. Je pense que avoir la double culture à la fois au Mali et en France, j'arrive à voir un certain nombre de choses des similarités qu'il y a entre les deux sociétés. Et ça, en l'occurrence, ça en fait partie. Tu vois, on veut que tu sois dans une case parce que les gens ont besoin de ça pour être rassurés sur la manière de te définir. Ils ont besoin de se dire, je sais où te placer et je vais te voir à travers ce prisme-là. Ils peuvent capter toute ta dimension en te mettant unidimensionnel. Exactement. Or, je suis persuadé que la voie de l'épanouissement ne passe que par la diversification, sur tous les plans. Donc de ce fait-là, j'essaie de toucher un petit peu à tout. Bon, parfois je parle beaucoup, tu t'en rends compte sur avant qu'on commence le podcast, on avait déjà parlé pendant 20 minutes. Mais non, mais c'est très rare en fait que je vois des gens qui s'intéressent aux mécanismes de réflexion. Parce que moi, personnellement, je m'y intéresse beaucoup, mais peut-être pas dans la même mesure que toi, parce que je me dis que quand tu lis, tu as accès à des informations plus structurées. Et moi, c'est plus au travers de podcasts, c'est plus au travers d'expériences et de films. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à ça. Aussi, je regarde aussi, que l'intérêt de la lecture, c'est que généralement, beaucoup de gens qui ont écrit ont fait les choses de manière bien plus séquentielle. Quand tu dois faire quelque chose par écrit sur un bouquin, tu es obligé de le structurer. Oui. Quand tu fais un podcast, j'écoute beaucoup de podcasts très divers, très divers. C'est surtout des podcasts anglais. Bon, Fresh and Fit sur leur podcast évidemment. Parler de Fresh and Fit, je regarde beaucoup de choses qui disent, je suis pas d'accord avec, mais ce qui m'intéresse, c'est la méthode de réflexion des gens. C'est pas nécessairement ce qu'ils disent, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais d'où ils viennent. D'où est partie l'idée initiale? Comment tu peux aller creuser pour voir qu'est-ce qui est à la source de ça? J'écoute beaucoup du Fresh and Fit, du Idriss Aberkane de temps en temps, parce que lui aussi s'intéresse aux mécanismes de réflexion. Tu écoutes Huberman? Huberman, j'ai beaucoup de mal.
J'ai beaucoup de mal parce que enfin, c'est peut-être très naïf de ma part, mais je remets un petit peu en doute sa sincérité par rapport au fait qu'il commercialise beaucoup derrière. C'est justement pour ça. Justement pour ça, et aussi parce que en faisant un petit peu de recherche sur les premières choses, bon, c'est vrai que Joe Rogan a beaucoup tapé sur lui en l'occurrence. Beaucoup de gens ont tapé sur lui. Parce que ils sont allés creuser. Oui. Et les raisons qu'ils donnent pour taper sur lui sont quasi légitimes. Sont légitimes. Donc moi, je me dis, c'est quand même difficile de le défendre. C'est vrai. Donc je le mets un petit peu de côté. J'écoute Joe Rogan parce que c'est éclectique. Ouais. En l'occurrence, parce qu'il touche un petit peu à tout. Bon, il est bien vrai qu'il est souvent dans les nimbes de la réflexion, mais il touche un petit peu à beaucoup de choses. Et du coup, ça me permet d'avoir. J'écoute un petit peu de tout. Très honnêtement, j'écoute un petit peu de tout. J'essaie de lire beaucoup. Et que je passe beaucoup de temps en voiture. Dernièrement, j'écoute des podcasts en l'occurrence, mais j'écoute beaucoup de gens avec qui je suis pas d'accord. Sincèrement, tu vois. Et je pense que j'écoute même beaucoup plus de gens avec qui je suis pas d'accord. Parce que ça te permet de te le mettre en question. Et surtout d'avoir l'antithèse. De comprendre d'où vient l'antithèse. Et de te remettre en question sur ta méthodologie de réflexion. Et aussi d'avoir une méthodologie de réflexion différente, tout simplement. Donc, on était au point où je te vois beaucoup avec le micro. Tu nous as toujours pas expliqué. Ouais, je me suis encore dispersé. Non, ça, c'est de ma faute. J'ai fait un certain nombre de conférences. Et sur des sujets qui sont aux deux antipodes vraiment les uns des autres, à la fois sur de l'esthétique, sur du style masculin, en l'occurrence que je m'y intéresse. Aussi, bah, merci, c'est gentil. Aussi du fait comme je te disais, hein, sur la réflexion grecque, sur la culture des Grecs, comment ils fonctionnent, sur du style masculin. Mais également sur de la finance, sur de la formation en finance. J'ai animé des conférences sur les lois du pouvoir, en l'occurrence, sur le bouquin lui-même. Okay. Je suis déçu depuis. Il est très intéressant. Tout ce qui est dit dedans n'est pas nécessairement vrai. L'auteur sait bien habiller ses arguments, mais encore une fois, c'est intéressant de creuser, de voir la substance de ce qui est dit. Sur le style masculin, c'était aux journées du bien-être qui sont organisées par une amie à moi. Je voulais que j'anime des choses dessus, sur l'entretien de la barbe, sur tout un tas de choses. J'essaie de me dire, et surtout, lorsque j'ai pas nécessairement réfléchi très en profondeur dessus avant qu'on me propose cela, c'est là que ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que je me dis, chouette, c'est un challenge. C'est un challenge, mais c'est aussi une occasion pour moi d'aller creuser. Parce que, comme je te disais avant qu'on ne lance la caméra, si je suis pas stressé dans une situation, je vais pas nécessairement mettre tous les efforts. Je vais faire parfois le minimum syndical. Et me dire, il n'y a pas de situation plus stressante que de te dire, tu arrives devant des gens et tu sais pas quoi leur raconter. Surtout sur quelque chose dont on t'a présenté, entre guillemets, comme un expert de la chose, tu vois. Et lorsqu'on va me dire, écoute, vas-y, fais un truc sur l'entretien de la barbe, fais un machin sur les costumes, fais un machin sur le style un peu casual. Je me suis pas, ok, j'y ai pensé, j'aime bien le style, mais c'est pas ce qui va prendre toute ma journée. Ça va pas prendre beaucoup de place dans mon cerveau. Donc je me dis, ok, va creuser. Va lire dessus. Il y a des gens dont c'est le boulot. Il y a un gars qui s'appelle Hugo Jacomet qui a dédié sa vie à ça, notamment au style sartorial, au costume. Ça, c'est des termes que je connais pas du tout. Je pense que les gars, si vous êtes intéressés, il faudrait qu'on fasse un podcast sur ça, sur la masculinité. Avec plaisir. On appelle ça comme ça, la masculinité. C'est une portion de la masculinité. Okay. C'est une portion de la masculinité. Il y a un projet que j'avais à un moment donné mais qui a été fait d'ailleurs, mais dans d'autres pays. C'est de faire, parce que bon, c'est avec beaucoup d'humilité hein, réellement, mais c'est de faire une espèce de pot pourri, comme une école, comme une formation sur pas cette fois les 48 lois du pouvoir, mais les 48 règles de la société pour être un homme. Ok, d'accord. Et vraiment essayer de toucher un petit peu à tout. Sur ce côté physique-là, sur le côté intellectuel, sur le mode de vie, sur les principes. Faut que j'ai le temps de faire ça parce que l'un des problèmes d'être très dispersé, c'est que finalement ta journée passe très vite. Si tu veux, moi je te harcèle, on en discute ici. Oui, tu peux me harceler.
Une journée. Moi, ça m'intéresse 24 vachement, heures, en fait. 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Je dis souvent ça aux gens, c'est pas assez dans une journée. Parce que t'as pas nécessairement le temps. De faire tout ce que tu veux non, faire. je suis debout depuis 3 heures du mat, aujourd'hui. J'ai vu que tu m'as répondu à 4 Ah, heures. bah voilà. Je suis pas debout juste pour compter les fleurs, hein. J'essaie de faire des choses dès que je suis réveillé. Mais, ouais, il faut que j'essaie de faire en sorte de prioriser. En effet. De prioriser un certain nombre de choses et puis d'abord terminer quelque chose avant d'en commencer quelque chose d'autre. C'est pour ça que je te dis, j'essaie d'avoir une réflexion séquentielle et pour la séquentialité, une fois que tu es arrivé à la fin, c'est là que c'est terminé. Tu vois. Et le projet est toujours là, en tête. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre maintenant, si c'est un podcast, si c'est quelque chose que je vais écrire et faire un bouquin dessus, si le plus de personnes qui pourront faire les deux. participer. Peut-être, et commencer par l'un au moins déjà, pour ne pas cannibaliser l'idée. Mais oui, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais continuer à intervenir. Il faut créer le temps, il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour le faire. Déjà, il faut savoir que Adou, ça a été relativement difficile de l'avoir parce qu'il voyage beaucoup, mais il a été très disponible pour nous. Ouais, je pars demain déjà encore. Tu vois, donc, on ne peut que le remercier, Non, en fait. Il voyage on demain, m'a dit, il faut est venir ici sur le aujourd'hui meilleur avec nous. podcast du Mali. Faut que je vienne, parce que là, il m'a dit, il faut aller chez le capitaine. Je dis, ok, ouais, Qui t'a dit ça? personne. Je me Moi-même, doute je bien. me suis dit ça, faut que je vienne. Mais c'est un format qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai regardé les autres interviews avec des gens, certains que je connaissais, notamment Ah oui, tu connaissais le coach qui? Sora, qui a été un de mes premiers coachs de taille ici quand je suis arrivé. Ah oui? Ouais, quand Il m'a pas dit je suis ça. rentré, non, c'est un des premiers ici. Bon, lui, tu connais son parcours, hein, c'est une légende. Tu peux pas, en fait, tu peux pas le manquer, en fait. Non, Si c'est tu une creuses légende. bien, si tu Oui, sais. si tu veux t'entraîner ici, si peux tu veux pas- faire tu de peux la pas le taille. manquer. Parce que quand je suis rentré, en fait, on avait commencé sur les arts martiaux que j'avais entamé, mais on n'avait pas terminé. J'avais d'abord fait du judo. Ensuite, j'ai fait du taekwondo, un petit peu plus longtemps. Ouais, je voulais introduire toute la partie sport et tout, mais on y est déjà Bah, tant qu'à naturellement. Tant qu'à faire, sautons dessus. Donc, j'ai fait du taekwondo. Après, j'ai fait du full contact. Ah oui. Ouais, première boxe pied-point réelle que j'ai fait, c'était du full contact. Tu as combattu? Non, j'ai pas combattu. Oh. J'ai pas combattu. J'ai jamais combattu sur un vrai un combat, ring, ouais. sur un vrai ring. Mais il y a des sparring, on va dire, Oui, qui sont mais comme des combats. comme je dis aux gens, il n'y a jamais de sparring light. En réalité, il n'y a jamais de sparring light parce que au début, c'est toujours light. Les gens ont toujours, des excuses pour se taper dessus. Ouais, voilà. Mais surtout, quand tu vois arriver quelqu'un, tu sais généralement ce qu'il est en train de venir chercher. Il a le coin de l'œil rouge là. Il dit bon, lui, il est venu pour régler d'autres comptes que simplement faire du sport. Mais ouais, j'ai fait du full contact. Je fais un peu de capoeira. Ah ouais? Ouais. Tout ça quand j'étais à Reims à l'école de commerce. Capoeira, Ouais, je fais un peu de la capoeira. Tu arrives à faire ça? J'ai fait très peu de capoeira, mais j'en ai encore un petit peu. J'ai quelques restes. Bon, là, je suis vieux maintenant. Si j'en fais, je pense que tu vas ramasser ma hanche et mon coccyx de l'autre côté. Mais j'en ai fait un petit peu. Et c'est après que j'ai découvert la taille. Vraiment sur le tard. La taille et le kickboxing en même temps. Bon, Taille ou kickboxing? plus taille. Plus taille parce que Moi, je dis kickboxing any day. le mieux, Mm. le mieux reste la taille en termes d'efficacité, à mon sens. Je suis d'accord, plus En d'armes. termes Plus d'armes. d'armes. En termes d'armes, c'est vrai que le kick est beaucoup plus spécifique. Et puis la vitesse d'exécution dans le kick. C'est ce qui m'intéresse personnellement. Vitesse d'exécution. Le kick, je trouve qu'il est beaucoup plus adapté dans un contexte d'arts martiaux mixtes. Tu peux beaucoup plus utiliser le kick dans le MMA. Ah oui? Je trouve. Parce que ta vitesse d'exécution est ta garde. En réalité, à la différence de la taille où c'est de la violence pure. C'est vraiment de la violence pure. C'est des armes létales. C'est à partir du moment où tu tapes avec les coudes et avec les genoux, ça y est, ce que tu essaies de faire, c'est de couper le mec en deux devant. Mais ce que j'aime bien dans la taille, c'est qu'il y a cette philosophie-là. Tu vois, le kick, c'est très sport. C'est aussi pour ça que c'est dans des pays de sportifs que ça s'est développé. Est-ce que ça, c'est pas avec le fait que ce soit modernisé? Parce que ça vient du Kyokushinkan un peu. Oui, comme un peu tout en fait. Mais en réalité, là où ça a pris le plus, c'est dans des pays comme la Hollande.
C'est vrai. Tu vois. Il y a moins d'aspect spirituel et plus d'aspect physique. Exactement. Exactement. Or, la spiritualité de la taille, tu vas creuser très très loin pour la chercher, c'est extrêmement historique et jusqu'à aujourd'hui. Les critiques que le One FC, par exemple, est en train d'avoir aujourd'hui, elles sont virulentes. Pourquoi? Parce que ils sont en train un petit peu de dénaturer la taille, même si ils la vulgarisent un peu plus. Ils sont en train un petit peu de la dénaturer, notamment à cause des gants de MMA. La plupart des combats en taille aujourd'hui au One FC se font avec des gars de 4 onces. Ça se fait avec des gars de 4 onces. Et il y a des gens qui sont allergiques à ça, des gens qui pètent des câbles dessus. J'ai vu des podcasts spécialisés, parce que je regarde beaucoup de podcasts de sport de combat aussi. J'ai vu récemment dans Gong, je sais pas si tu connais. Je connais dans Dans Gong, le présentateur de Gong est allergique au One FC à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement? Moi, je me dis, en fait, pour faire la promotion d'une chose, la vulgarisation, c'est un chemin obligé, en fait. C'est un chemin obligé avec des risques. Tu vois. Le fait de vulgariser t'oblige à simplifier ou à dénaturer. Et les puristes, ceux qui n'ont pas eu besoin de la vulgarisation pour y aller, qui ont creusé, parce que c'est une passion pour eux, ils vont toujours t'en vouloir. C'est vrai. Évidemment, tu vas toucher le plus de masse possible. Mais tu vas perdre en chemin. Tu amoindris leurs efforts. C'est exactement ça. Et tu vas perdre en chemin beaucoup de la substance de la chose. La qualité. Et sur la taille, vu que c'est très spirituel également, c'est complètement ancré dans la spiritualité du pays, en l'occurrence. Le Waikru que tu fais juste avant la taille, ça fait partie intégrante. Les combats de taille, j'ai toujours cru que ça c'était religieux. Mais en fait, même les gars qui sont, par exemple, il y a des gros champions de taille qui sont musulmans. Dont des tailles qui sont musulmans. Rotang est musulman, beaucoup de gens ne le savent pas. Je savais pas. Rotang est musulman. Et pourtant, le Waikru, il va le faire avant tout. C'est devenu très... c'est même de la spiritualité. C'est même de la spiritualité sans être de la religion. C'est dans la culture. C'est limite cultuel, tu vois. Pas culturel, mais cultuel complètement. Ce genre de choses-là, au One, par exemple, tu n'as pas de Waikru. Parce que si tu fais le Waikru dans sa bonne manière, le combat il commence, tu regardes sur YouTube à partir de 39 minutes. Tu vois, donc les gens ils vont pas regarder ça. Il y a que ceux qui sont passionnés réellement de taille qui vont regarder, et qui vont s'asseoir et regarder. Sinon tu avances. Moi j'avance personnellement, même si je suis passionné. Tu vois, je vais pas regarder tous des gars qui dansent à genoux. Mais les aficionados réels qui ont ça à cœur, pour eux c'est une partie importante de la chose. Comme pour eux, les gants, je suis moins d'accord, mais comme pour eux, les gants, ça fait partie de la chose. Je suis moins d'accord pour les gants parce que ça vient du Moai Boran. Ça vient du Moai Boran. Le Moai Boran, c'est pas des gants. C'est des trucs attachés. C'est des cordes. Ouais. En réalité, c'est des cordes. Comment on appelle ça? Le Moai Boran, c'était la partie taille traditionnelle, sans que ça soit dans un ring avec des gants, etc. Et c'est plus. Le film Ong Bak, par exemple. C'est là que j'ai. C'est du Moai Boran qui fait. Ouais, c'est pas de la taille qui fait, c'est du Moai Boran qui fait, avec des coups relativement plus violents que ce que tu vas retrouver en taille. J'ai pas vu Ong Bak, les gens seront étonnés. Il faut le regarder. Faut le regarder parce que c'est un classique. J'ai entendu des extraits, tout ça, j'ai vu des extraits sur YouTube, mais j'ai jamais regardé. C'est un classique. C'est un classique des sports des films de combat, en réalité. Tu as un classement de tes classiques? Peut-être qu'il faudrait que je vois, peut-être. Parce que moi, le classique des classiques, pour moi, c'est Rocky. Ça, je l'ai vu et revu. Rocky, pour la mentalité. Mais tu les classes comment, les Rocky? Les Rocky, je dirais le 3, c'est le pire, avec le noir balèze là. Ouais. Le dernier, j'ai bien aimé le 1. Le 1, c'est un classique. C'est un classique chez classique. Là où il combat Drago. Pour la revanche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je le mettrai en 2. Ensuite, j'ai des souvenirs un peu dispersés du reste. En fait, j'ai l'overall story en tête. Alors que je l'ai regardé plus de 2 fois. Tu vois. Mais je n'ai pas un classement précis. Tu vois. Je dirais le 1, le 5, je crois, là où il combat Drago. Et je dirais le 2 où il fait la revanche en fait avec Apollo. Ouais, avec Apollo. Ok. Ouais. Ça se tient. Bon, classement, pas réellement. Ong Bak, ça a été une découverte. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai creusé un peu pour la taille. Tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que
c'est de la violence pure. C'est très psychopathe ce que je vais dire là, mais c'est réellement, c'est de la violence pure. Comme j'ai dit, si tu regardes les sports de combat par lesquels j'ai commencé, c'est des sports plus dans la technique que dans la destruction. Tu vois, le taekwondo, c'est extrêmement technique. C'est pas tu te bats avec quelqu'un dans la rue, faut pas se battre avec les gens dans la rue, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Avec tes pieds, je pense que ça va aller très vite. Hein. Tu vois, le taekwondo, c'est esthétique, c'est beau. La Thaï, c'est le seul sport de combat que j'ai trouvé réellement et qui mêle tout ça. Axé sur l'esthétique et sur l'efficacité et la beauté de la violence. Toujours dans un cadre, etc. Faut pas aller taper les gens en dehors, mais toujours dans un cadre, j'ai trouvé que c'est ça magnifique. Et j'ai accroché tout de suite. J'ai accroché tout de suite sur la Thaï. Évidemment, les vieux Bruce Lee, je saurais pas te donner un titre comme ça. Si je te dis encore que Bruce Lee, j'ai vu trop peu de films. Oui. J'ai pas le souvenir d'un film de Bruce Lee que j'aurais vu jusqu'à la fin. Bah, c'est plus le personnage en lui-même qui a marqué l'histoire. Ouais. Moi, je trouve le personnage intéressant. Le personnage a un charisme de fou et beaucoup de gens ont pas creusé encore réellement jusqu'au fond. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Pourtant, c'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme, c'est pas d'être dans une bagarre de rue. Je suis sûr que les gens bon, je le pète pas. Mais je suis sûr que toi, tu le pètes. Je suis persuadé que toi, tu le pètes. Mais après je l'ai vu envoyer des gens loin. Oui, très loin. Très, les envoyer valser. Non, mais il avait dédié sa vie à ça, en réalité, et sa philosophie complètement à ça. Et oui, les gens comme ça restent toujours inspirants. Qui n'ont pas nécessairement les prérequis naturels et qui ont tout fait des strive for greatness. Exactement. Bon, tu vois que tu te remets à parler anglais et que tu me pousses à... c'est naturel en fait. J'essaie de ne pas le faire, mais bon, voilà. C'est une digression, mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement le talent naturel pour quelque chose, entre quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas le talent naturel mais qui va travailler pour... et quelqu'un qui est juste doué naturellement, qui a un don de Dieu, je vais toujours avoir plus d'attache pour la personne qui va... Tu veux nous dire que tu es fan de Cristiano? Complètement. Complètement, sans aucun doute là-dessus. Je pense que Moussa, il va couper les caméras. Ah non, il peut couper la caméra, mais complètement, parce que c'est sa volonté à lui. C'est sa volonté. Je suis fan de foot. Donc, quiconque est fan de foot, tu peux pas critiquer Lionel Messi. Non. Tu peux pas. Ce que je disais à des amis à moi, je suis fan inconditionnel de Cristiano, mais il y a des matchs de Léo Messi, tu te lèves seul dans ton salon et t'applaudis. C'est un génie du football, littéralement. C'est un don de Dieu, il n'y a rien d'autre. Ça lui a été, c'est plouf, tiens, toi, prends, fini. Mais l'autre, tu vois d'où il est parti et là où il est arrivé. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, Dragon Ball, tu nous dirais encore Vegeta. Complètement. Complètement. Et c'est mon personnage préféré all time. Il gagne jamais, Vegeta. Je l'adore. Franchement, j'ai deux personnages préférés. Il gagne jamais. Un en manga et un plus en jeu vidéo. C'est Vegeta et Scorpion. Scorpion dans Mortal Kombat. Je me connais trop peu. Scorpion dans Mortal Kombat, et c'est un personnage différent de Vegeta. Bon, lui, c'est surtout, les deux ont en commun cette la hargne d'arriver à leur fin. Ouais. C'est-à-dire, ils vont faire tout ce qui est possible et imaginable, y compris se mettre Scorpion. C'est plus dans un sens un peu plus machiavélique parce qu'il veut se venger, en réalité. Vegeta, c'est plus pour dépasser l'autre. Vegeta, je pense qu'il a structuré la réflexion de tout un tas de personnes. Et je suis persuadé que l'impact de Vegeta, c'est mon avis, mais l'impact de Vegeta sur la mentalité de toute une génération de gens qui ont grandi avec des BZ a été bien plus important que l'impact de Son Goku. Bah, bien sûr. Parce que Kakarot, il véhicule trop peu de choses pour moi. C'est exactement ça. Il est juste bon. Il est juste fort. Et il est trop gentil, il est bon, trop naïf. C'est pas un modèle de vie pour moi. Vegeta est plus réel. Ouais. Vegeta est plus réel. Il est plus ancré dans la réalité que ce que Goku va être. Et pour moi, Vegeta, 200% devant. Personne devant Vegeta. Jamais. Non, I give you that. Parce que je suis plus comme ça. En général, je me trouve plus à apprécier les persos secondaires à chaque fois. Chaque fois, les persos secondaires, parce que je trouve qu'ils sont
sont plus naturels, ils sont plus réels en fait. Ouais. Parce que moi, je me rappelle encore quand je commençais le Kung Fu, j'étais avec ma petite sœur, je pouvais pas faire 20 pompes. Et ça m'arrivait de pleurer en fait, parce que Ouais. ma petite sœur, elle faisait les 20 pompes. Ouais. Et tous ceux qui ont un peu cette mentalité-là, généralement, c'est comme ça. Ils ont commencé sans avoir nécessairement de. Et puis, tu grandis. Quand tu étais comme ça, tu grandis avec ce que j'appelais être têtu tout à l'heure. Tu vois. Tu grandis avec le fait de te mettre des défis sur des choses. Ouais. C'est-à-dire te dire, les gens ils pensent que je vais pas y arriver. Mais bon, À partir du moment où quelqu'un te dit tu ne vas pas y arriver, ça c'est ton switch, c'est ton interrupteur dans ta tête. ouais. Et ça va te pousser. Et tu vas avoir beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont dû forcer pour arriver là où ils sont. Ils ont ce switch-là. Il suffit de leur dire tu vas pas le faire. Je me suis retrouvé en classe préparatoire sur une bêtise comme ça. Sur une bêtise comme ça, j'avais ma lettre d'inscription pour la Sorbonne et pour Dauphine. Je devais aller en université. Mon prof de maths à l'école, parce que j'étais en prépa, en terminale scientifique, donc c'était plus les maths. L'état d'esprit, tu vois. Mon prof de maths à l'époque, il m'a dit pourquoi tu tenterais pas la prépa, etc. Lui, il voulait me pousser vers ça. Je lui ai dit je veux pas faire ça. Mon père a fait prépa, les trucs que j'entends sur la prépa là, les gens sont fous. La première semaine où je suis arrivé en prépa, après ce devoir de maths là dont je te parlais, Les 5 le 5 Attends, là, t'avais combien sur les 5 je veux pas te dire. Il n'y a pas une bonne note. Mais la première, celle qui avait eu 20 réellement dans son bac, elle avait eu 19 de moyenne au bac, sur le bac français. Ok. La première semaine, elle a vendu sa télé. Ok. Elle a dit, je vais faire mes 2 années. Sans télé. Peut-être regarder ce podcast, j'espère, mais je vais faire mes 2 années sans télé. Donc, la prépa, c'est une mentalité très particulière. La classe préparatoire en France, ils appellent ça CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. C'est une mentalité très très particulière. Donc, je voulais pas nécessairement aller dans ça. Je me suis dit, C'est vraiment un challenge. j'ai pas envie d'aller me casser la tête sur ça. J'ai 2 bonnes universités qui me tendent les mains. Je vais aller dans ça. Et mon meilleur pote, il se foutait de ma gueule, tu vois. Il dit juste, tu vas pas parce que Tu peux pas. aujourd'hui t'es bon, parce que t'es parmi des gens qui sont pas nécessairement peut-être aussi bons que toi. T'es noyé dans la masse. Là, tu vas te retrouver avec des gens qui pourraient être meilleurs que toi. Et c'est pour ça que tu vas pas y aller. Je dis, ok, si c'est ça, on va tester, on va y aller, tu vois. On va y aller, on va Tu voir. as pris une décision de vie sur ça. Mais j'ai pris beaucoup de décisions de vie que sur ça. Que sur des machins comme ça. Et finalement, quand j'ai compris mon mécanisme, je me suis appliqué à moi-même, tu vois. Là, passer un diplôme de droit, par exemple, c'est des décisions de vie. Et je me suis dit, t'essaies de te conditionner toi-même à te dire, les gens penseront que tu vas pas y arriver. Et en fait, donc, tu te pousses à le faire. Il faut énormément de chance, il faut quelques sacrifices aussi. Il faut de l'aide de Dieu. Mais sans ça, tu te motives pas. Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent? Des modèles, on va dire, pas plus dans tout ce qui est mythologie, tout ce qui est ancien, mais vraiment des gens actuels qui, on va dire, qui œuvrent dans un domaine ou un autre. Je pourrais pas te dire des gens comme ça. Bon, après, je vais te sortir la classique. Mon père, évidemment, ce qui est... C'est logique en général. Complètement vrai. Mon grand-père également, qui est mon grand-père du côté maternel, surtout que j'ai plus connu que mon grand-père du côté paternel. Mais j'ai pas nécessairement des personnes en tant que modèle. Ce que je vais aller chercher généralement chez les gens, c'est des caractéristiques. Okay. Une de leurs caractéristiques en particulier. Ce que je te disais tout à l'heure sur Vegeta, qui est un personnage de manga, c'est cette caractéristique-là de pas vouloir lâcher, tu vois. Surtout chez Cristiano, c'est aussi ça. C'est aussi de faire le vide autour des critiques sur lui. Lui, ça m'a fasciné. Il y a quelqu'un qui a ce niveau-là de pression qui peut se mettre sur lui, qui performe. Il s'en fout, tu peux dire ce que tu veux. Il va tout faire pour réussir à performer. Et c'est ces petites caractéristiques-là que j'aime bien aller chercher chez les gens. J'ai pas nécessairement de personne où je vais te dire, celui-là c'est un modèle pour moi. Tu te dis qu'en fait, moi je me dis de base qu'il n'y a pas de bonnes personnes ou de mauvaises personnes en fait. Ouais. Il y a des bons moments, des mauvais moments et il y a des bons comportements qu'une personne peut faire, tout comme de mauvais comportements qu'une personne peut faire. Exactement. On est des êtres complexes. Je pense qu'une des critiques
de l'évolution et de la modernité qu'on peut avoir aujourd'hui, sans vouloir faire le vieux réfractaire, hein. Mais c'est qu'on est passé non pas dans vieux, hein. ouais, il faut de temps en temps dire aux gens que t'es vieux, comme ça ils te laissent en paix. C'est de passer non pas dans la simplification, mais dans le simplisme. Et je pense qu'une des grosses tares de nos sociétés aujourd'hui, c'est le simplisme à outrance. C'est de vouloir à tout prix, on en parlait tout à l'heure sur le fait de mettre les gens dans des cases, mais c'est de vouloir à tout prix réduire à une notion, voire deux maximum, un concept. Et est un prérequis, c'est de pouvoir voir la complexité, notamment dans l'être humain. Tu vois. Partir du principe que quelqu'un n'est que quelque chose que toi tu aurais déterminé, c'est peut-être la plus grosse ineptie que tu puisses faire. Et aussi se dire que, et ça va dans le comportement également, se dire que telle personne n'est que bonne ou n'est que mauvaise. Tu es souvent déçu. Tu es souvent dans le faux de toute façon. Ça Et finit par des tu es désillusions. complètement dans le faux, quoi qu'il arrive. Les gens sont complexes. On est un mélange d'énormément de choses. Et à la fois dans nos actes, mais dans même notre personne, dans même notre réflexion, dans notre structuration, dans notre spiritualité. C'est beaucoup plus vrai pour l'humain que pour toute autre chose. Donc, juste se dire, telle personne, je vais la prendre comme modèle. Et un modèle, c'est de te dire, écoute, c'est le canon de la chose. Tu vois, c'est sur lui que je dois me baser sur tout. Elle a telle caractéristique qui serait bien d'avoir. Et telle caractéristique que j'admire et que j'aimerais bien utiliser. Tu vois. Ah, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, les gars, je pense que ça a été l'un des podcasts, pour moi, bon, je ne vais pas dire l'un des podcasts les plus intéressants. Ouais, faut pas dire ça, parce que les podcasts. autres, Coach Sora, il va m'en vouloir. Non, je ne le disais pas en comparaison avec ça, mais franchement, je trouve que tous les podcasts, c'est des profils que j'ai jugés intéressants par rapport à un certain nombre de choses que j'ai vues. Et en général, je ne suis pas déçu, je ne suis même jamais déçu. Et je suis très content d'avoir ce moment-là tout de suite. On va dire que ça a été l'un des plus longs par contre. Et je pense qu'il y a de la matière. Donc, si vous arrivez jusque-là, pensez à aimer, à lâcher un commentaire sur ce que vous avez pensé du podcast et à partager. Et même si vous n'arrivez pas là, je vais mettre ça là, cette partie-là au début, donc vous la ferez quand même. En tout cas, merci à toi. Honnêtement, moi, ça a été, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Toujours intéressant de faire ça. Et puis bon, je te souhaite vraiment beaucoup de courage et bon vent dans ça. C'est une initiative très belle. Une initiative très belle. Et puis je pense que dans l'éclectique, c'est là que se trouve la vérité. De faire quelque chose qui touche un petit peu à tout, c'est là que tu vas tirer la substance et la quintessence des choses. Et t'es éclectique, tu touches un petit peu à tout dedans. Et j'espère que je te souhaite bon vent. Vraiment bon vent. Tout le nom Escapade. Exactement. On s'échappe un petit peu. Allez, à une prochaine fois.